Studio Ahmadouba de Radio Sénégal, 22h sur vos antennes et c'est votre journal. Au sommaire, Tanaf Ziguinchor, soit 117 km. La vieille doléance, à savoir la ligne électrique, va enfin voir le jour. Elle a trouvé donc un financier. C'est Exim Bank India qui casque donc fort 19 milliards de francs CFA. Signature de convention avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott. Il est destiné à réaliser le projet de liaison 225 kV Tanaf-Ziguinchor qui permettra de boucler Ziguinchor avec le réseau de l'OMVG à partir de Tanaf afin de sécuriser l'approvisionnement électrique du Sud et de parer à tout désagrément de rupture continue de service. Au même moment, son collègue ministre du Tourisme et des Transports aériens réceptionnait le nouveau bijou de l'ANACIM. L'ANACIM, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo du Sénégal, qui tient un bijou technologique de dernier cri à Mbour. Le coût total donc de ce projet, c'est 48 milliards de francs CFA. Sur son utilité, le ministre Alioune Sarr. Pour d'une part, faire des prévisions météorologiques avec des données pour la gestion des risques et catastrophes, mais également des informations pour le compte de l'aéronautique. Et d'autre part, fournir des informations pour les acteurs du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, des travaux publics, bref, pour le bien-être des populations. Voilà qui va intéresser en tout cas la radiodiffusion-télévision du Sénégal. Bonne arrivée sur les antennes de cette radio et par la même occasion, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Cette nuit, je suis en compagnie de El Hadj Baye Medoune Fall aux opérations techniques. Au micro, Moussa Joseph Faye, bienvenue. D'abord, cette émission spéciale sur la télévision nationale et la radio division nationale, c'est ce jeudi donc 8 juillet 2021 à partir de 11h. C'est avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, évidemment. Vous connaissez le menu. Il va parler un peu de la stratégie du gouvernement du Sénégal pour faire face à la troisième vague de la pandémie à Covid-19. C'est donc en synchro sur Radio Sénégal à partir de 11h. Une autre annonce également, le HCCT, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales qui organise ce jeudi également 8 juillet 2021 à partir de 11h, la cérémonie de clôture de sa deuxième session ordinaire de l'année 2021 et qui portait sur le thème Emploi des jeunes et promotion du civisme. L'institution consulaire des territoires est dirigée par Aminata Mbengue. C'est la secrétaire générale du Parti socialiste du Sénégal. Nous allons maintenant au sud du pays. Tanaf Ziguinchor, c'est 117 km. Une ligne électrique, donc, c'est un projet en tout cas, une vieille doléance, va connaître le jour. Le coût financier, c'est 19 milliards de francs CFA. Et c'est Exim Bank India qui a donc accepté de financer. Et signature des conventions, c'était ce jeudi ici à Dakar. Voyons ce reportage de Dominique Kama. Cette nouvelle ligne électrique Tanaf-Ziguinchor vient en appoint à la ligne Tambacounda-Kolda-Ziguinchor. Financée à hauteur de 19 milliards de francs CFA, elle permettra une sécurisation de l'approvisionnement électrique de la zone. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Ce financement complémentaire d'Exim Bank Inde apporte une réponse à ce risque élevé qui pèse sur la fourniture d'électricité dans la région Sud. Il est destiné à réaliser le projet de liaison 225 kV Tanaf-Ziguinchor qui permettra de boucler Ziguinchor avec le réseau de l'OMVG à partir de Tanaf afin de sécuriser l'approvisionnement électrique du Sud et de parer à tout désagrément de rupture continue de service. Du côté d'Exim Bank Inde, on salue la signature de cette convention qui élargit encore les domaines de coopération entre les deux pays. Selva Kumar, représentant régional d'Exim Bank Inde basé à Abidjan. Indian companies and investors have always looked at Senegal. Les entreprises indiennes ont toujours regardé, vu le Sénégal comme une destination stratégique en matière d'investissement. Donc, des entreprises comme Tata, Ashok Leyland, Afcons, Shapoorji et Kalpataru sont quelques exemples de cette considération et de ce respect. Cet accord que nous signons de 35 millions de dollars aujourd'hui avec le gouvernement du Sénégal pour la ligne de transmission Ziguinchor-Tanaf sera vraiment une grande aubaine pour les populations de cette zone. C'est encore l'une des belles preuves de cette relation entre le gouvernement du Sénégal, Exim Bank et les entreprises indiennes.
Bank and Senegal. Après la signature de cette convention, il ne reste que les procédures administratives avant le démarrage des travaux de la ligne électrique Tanaf-Ziguinchor. Dominique Kama, on parle toujours d'énergie et vous le savez, le must en matière d'énergie, c'est le nucléaire. Bien que le Sénégal ne dispose pas d'uranium, nous ne disposons pas également de centrales nucléaires. Mais il faut dire que la matière est dans la nature. Égard donc aux personnes mal intentionnées, d'où l'alerte de l'ARSN, c'est l'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire. Atelier donc de formation sur une nouvelle loi relative donc au nucléaire qui est déjà sur la table du gouvernement. Les bénéficiaires de cette formation, c'était les conseillers juridiques au niveau des ministères. C'était hier. Reportage à Diop Gueye. Des réformes en vue en matière de protection nucléaire. L'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nucléaire demande des garanties. Professeur Ndeye Aram Boye Faye, directrice générale de l'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté nationale. Le Sénégal avait deux lois, l'une concernant la radioprotection, c'est-à-dire la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants, et une autre loi sur la sécurité des sources radioactives. Mais nous avons jugé nécessaire de changer ces lois et d'en faire une plus exhaustive qui va tenir en compte aussi bien la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires. Le Sénégal reçoit des sources et en grande quantité ces moments-ci. Notre pays est en train d'avoir une utilisation croissante de sources radioactives. On avait déjà beaucoup de sources qui étaient présentes dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'industrie, de la recherche. Et actuellement, avec l'exploration et l'exploitation prochaine aussi du pétrole, beaucoup de sources radioactives sont en train d'entrer au Sénégal. Et nous savons que ces sources radioactives, elles sont très utiles, elles ont une énergie très importante. On peut les utiliser pour soigner le cancer, pour d'autres activités. Mais quand elles tombent dans des mains malveillantes, elles peuvent être utilisées dans des dispositifs explosifs. C'est ce qu'on appelle des bombes sales. Nouveaux enjeux. Nouvelle réglementation, un projet de loi en gestation. Le projet de loi a été élaboré, il a été circularisé au niveau de tous les ministères concernés et actuellement il est dans le circuit d'adoption. Conseil des ministres d'abord et ensuite l'Assemblée nationale. Cette rencontre est la première étape d'une série d'activités de l'ARSN, une formation en droit nucléaire à l'intention des conseillers juridiques des différents départements ministériels du pays. Et outre ces personnalités, le régulateur, la RSN et toutes les structures concernées par la réglementation dans le domaine de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire. Diop Gueye, une nouvelle loi donc qui va réglementer ce qu'on appelle le nucléaire. En tout cas, les députés du Sénégal, donc, ils ont du boulot en perspective. Et déjà, ce jeudi, en tout cas, ils sont convoqués, les 165 députés depuis 2016. C'est pour voter donc la loi modifiant le code électoral. L'objectif, c'est valider 2 années de travaux de la commission politique du dialogue national. Et 60 articles sont concernés par ce vote qui va changer radicalement le système électoral sénégalais. Alors, voyage guidé à travers ce code avec Ousmane Beng. Après 2 années de dialogue politique, la loi portant code électoral au Sénégal va faire l'objet de nouvelles modifications. Une bonne chose selon toute la classe politique acteur de ce dialogue. Toutes les questions ayant trait au code électoral ont été traduites en actes législatifs pour être intégrées dans le code électoral. La mise en œuvre des consensus dans le code électoral renforcera notablement la crédibilité du processus électoral et la fiabilité des résultats des élections. Pour l'essentiel, c'est pour véritablement faire taire à la démocratie sénégalaise encore des pas très importants dans le sens véritablement de sa bonne santé, de sa solidité. 66 articles vont donc être modifiés, des modifications qui portent sur les points de consensus. Et c'est tout le système électoral qui sera bonifié. Abdou Salam Bass et Marcel Ndiana Ndiaye, respectivement de l'opposition et de la mouvance présidentielle. Tout ce qui lui a été proposé par le président de la République à travers le Conseil des ministres, ça véritablement c'est pour que la démocratie sénégalaise se porte encore beaucoup mieux au bénéfice vraiment de l'ensemble du peuple, puisque ça participe aux éléments qui vont fonder la stabilité du pays. Il y aura un changement carrément de paradigme par rapport au code de 92, parce que c'est ce code qui a été modifié successivement au fil des ans, 66 articles. Sur les points de désaccord qui attendent l'arbitrage du chef de l'État, Déthié Faye du pôle des non-alignés
espèrent que le projet de loi les prend en compte. L'arbitrage du président, en envoyant le projet de loi à l'Assemblée nationale, peut-être il y intégrera les éléments de son arbitrage sur les questions qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Codage et décodage, donc avec Ousmane Beng. D'ailleurs, et demain, il sera au niveau de l'Assemblée nationale pour vous rendre compte des travaux donc, de cette session consacrée donc, à la validation de ce projet de loi qui modifie donc le code électoral. Et justement, par rapport à nos députés, ils sont donc 165 actuellement. Mais à l'indépendance, en 1960, ils n'étaient que 80. En 1978, ils étaient 100. En 83, 120. En 98, 140. En 2001, 120. En 2007, 150. Et en 2016, 165. Le mandat, évidemment, est de 5 ans. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 11 minutes après 22h. On va maintenant au sud du pays, à Ziguinchor. Les étudiants de l'UFR, médecine, de l'Université Assane Seck, ils sont en mode humanitaire. Vous le savez, c'est les vacances et puis c'est la sortie des promotions. Donc depuis lundi jusqu'à après-demain, vendredi, jusqu'au 9, ils déroulent une campagne de chirurgie de proximité. Les patients ciblés, ils sont 71. C'est des patients qui sont frappés, comme on dit, par les maladies tropicales négligées. Alors le docteur Youssouf Tine, c'est le médecin-chef de région de Ziguinchor. C'est le patron de tout ce qui est médecine dans la région. Il explique tout cela au micro de Younous Diédhiou. Ceci n'aurait pas été possible sans vraiment l'accompagnement du département de chirurgie avec le professeur Cheikh Diouf qui pilote cette activité d'une main de maître en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a bien voulu appuyer cette importante activité en envoyant aujourd'hui ce camion de chirurgie mobile. Donc l'occasion a été donnée à travers ces activités de pouvoir opérer les malades qu'on avait recensés dans le cadre de la distribution des médicaments de masse pour la lutte contre les maladies tropicales négligées, qui constituent aujourd'hui vraiment un fardeau en termes de morbidité et de mortalité, surtout chez des couches vulnérables en tout cas de la population. Donc ces cas d'hydrocèle qui avaient été recensés aujourd'hui, pour la majorité, ont déjà été opérés. La campagne a démarré le 5 juillet de ce mois et va se poursuivre jusqu'au 9. Durant les 2 jours passés, ils ont eu à opérer 31 malades. Aujourd'hui, il y a 15 malades qui sont encore prévus. Ne serait-ce que dans le département de Ziguinchor, à l'issue de cette campagne, nous aurons opéré 46 malades. Et il reste encore 25 malades à opérer dans l'autre département, ce qui fera un total de 71 malades qui seront opérés dans le cadre de cette campagne. C'est certain que ces malades ne seront pas opérés et laissés dans la nature. Pour ceux qui habitent dans Ziguinchor, les soins post-opératoires seront assurés par le centre hospitalier. Et ceux qui sont dans les autres départements, il y a les districts sanitaires avec les centres de santé qui se chargeront de faire prodiguer ces soins à ces patients qui seront opérés. Donc ce n'est pas une chirurgie qui est très lourde. Il s'agit d'opérer des cas d'hydrocèle, mais également des cas d'hernie inguinoscrotale qui ne nécessitent pas une grosse anesthésie. Le docteur Youssouf Tine, c'est le patron, donc c'est le médecin-chef de région de Ziguinchor. Et puis, je rappelle, cette émission spéciale, donc demain, à la télévision nationale et puis au niveau de la radiodiffusion nationale, c'est ce jeudi, donc 8 juillet 2021, à partir de 11h. C'est avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il viendra donc répondre aux questions des journalistes par rapport à la stratégie du gouvernement du Sénégal. C'est pour faire face à la 3e vague de la pandémie à Covid-19. Et puis, cette caravane humanitaire des étudiants donc, qui sortent, donc les promotions qui sortent à Ziguinchor. Une autre caravane maintenant, c'est une caravane en mode inauguration avec l'ANACIM qui installe ses quartiers à Mbourguedj. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo du Sénégal a casqué fort pour s'offrir un bijou technologique de dernier cri. Le coût global, donc 48 milliards de francs CFA, supporté entièrement par le budget national. Inauguration en grande pompe ce mercredi avec le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr. J'appelle à Mbour, Marie Gagne. Dans le département de Mbour, la pêche, l'agriculture, l'élevage et notamment le tourisme occupent une place importante dans l'économie locale. Toutes ces activités ont besoin d'une assistance météorologique, d'où le choix de la zone pour cette nouvelle installation. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Cette station permet de recueillir les paramètres météorologiques dans le respect des normes et procédures de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, pour d'une part faire des prévisions météorologiques avec des données pour la gestion des risques et catastrophes, mais également des informations pour le compte de l'aéronautique. Et d'autre part, fournir des informations pour les acteurs du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, des travaux publics, bref, pour le bien-être des populations. La nouvelle station météorologique est déjà fonctionnelle. Construite sur une large surface, elle a été entièrement financée sur le budget
de l'État du Sénégal. D'un coût de 48 millions de francs CFA, entièrement financé sur le budget de l'État, cette nouvelle station est composée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'une salle d'observation, d'un parc météorologique abritant les instruments météorologiques classiques, d'un bureau de chef de station, d'un magasin et toutes les commodités nécessaires pour son bon fonctionnement. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a profité de l'occasion pour émettre son souhait de concrétiser le projet de météo touristique envisagé depuis quelques années. Elle pourra permettre aux acteurs touristiques de disposer d'un planning précis en matière d'information météorologique. Marie Diagne, Hambourg, pour Radio Sénégal. Marie Diagne, merci. J'ai été trop généreux. J'ai dit 48 milliards. Alors, c'est 48 millions de francs à CFA. En tout cas, j'ai la tête ailleurs. Le ministre également, et peut-être Marie Diagne avait la tête ailleurs également. Ils ont la tête, en tout cas, ils pensent au mouton de Tabaski. Le mouton, justement, on en parle. Non loin de là, c'est-à-dire à Thiès, département, le préfet a convoqué un comité départemental de développement pour faire le point par rapport à la Tabaski. Et pour Radio Sénégal, il était pour nous Ndeya tout en bas. À moins de 2 semaines de la Tabaski 2021, les forails du département de Thiès enregistrent déjà l'arrivée de plus de 36 000 moutons de Tabaski pour un besoin de 100 000 têtes exprimées à Wassar, chef de service départemental de l'élevage. Pour les besoins, ça s'estime à environ 100 000 têtes. Et à ce moment, par rapport à l'approvisionnement des entrées de l'année dernière, nous sommes à 36 582 au niveau département. Le forail de Seohaï est aussi bien approvisionné, mais les clients se font encore désirer. Se désole Djibiba, le président des éleveurs du forail. Nous, de notre côté, on n'a pas d'inquiétude car le marché est bien approvisionné en moutons. D'ailleurs, chaque matin, on réceptionne 10 à 15 camions de bétail par jour. Mais notre seul souci est que les clients se font désirer. Et pourtant, les prix de l'heure sont accessibles à toutes les bourses. Ils varient de 50 à 150 000 francs selon les marchés, avance-t-il. Les prix varient entre 90 000 francs. Néanmoins, les gros billets se monnaient entre 120 et 130 000 francs. Les questions liées à l'accès à l'eau, à l'électricité et à la sécurité, entre autres, ont été touchées du doigt au cours de ce CDD par les éleveurs. Selon le préfet du département, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des opérations de Tabaski. Moussa Diagne. C'est à cet effet que le gouvernement apporte des facilitations par rapport au transport. L'État travaille également à mobiliser les chefs de service pour que l'offre de service en termes de sécurité, d'eau, d'hygiène également soit de qualité. Ceci dans le but de faciliter l'accès des moutons à tous à Thiès, une région qui va atteindre un objectif de 220 000 moutons de Tabaski à l'échelle régionale cette année. Thiès, Ndeya Sotamba et Radio Sénégal. On ne vous quitte pas, on reste avec vous. Ndeya Sotamba, en marge de ce CDD, le préfet est revenu sur la fameuse délocalisation du foirail des champs de course vers un autre site. Une vieille doléance, en tout cas des riverains, mais aussi des éleveurs. Beaucoup d'accidents ont été enregistrés donc à la veille de la Tabaski. Moussa Diagne, donc, c'est le préfet du département de Thiès au micro de Ndeya Sotamba. C'est une préoccupation légitime. Je pense que nous y travaillons. Parce qu'à l'heure actuelle, telle que nous observons la situation, il y a beaucoup de choses à déplorer. Vous imaginez le forail qui se trouve en face du champ des courses. Il y a un encombrement indescriptible qui finalement rend le milieu, l'environnement accidentogène. Je pense que plus d'une fois, on a eu à constater des accidents et mortels. Parce que simplement, l'espace n'est pas préparé à recevoir ces genres d'activité. Je pense que donc trouver un cadre plus approprié est devenu une urgence. Et nous y travaillons en rapport avec le maire de Thiès-Est pour qu'au niveau de la commune, nous puissions en tout cas disposer d'une assiette foncière suffisante pour abriter, n'est-ce pas, la dite infrastructure. Au cas où on ne pourrait pas avoir une disponibilité au niveau de la commune, essayez de voir dans les communes environnantes, soit à Fandène ou alors à Kermousse. En tout cas, c'est une préoccupation et nous y travaillons pour vraiment dépasser cette situation. Radio Sénégal, les sports. À 19 minutes après 22h. D'abord, on va parler de l'Euro 2020. On connaît l'affiche de la finale. Ce sera donc l'Italie face à l'Angleterre. L'Angleterre donc a battu le Danemark cet après-midi, donc en début de soirée, sur le score de 2 buts à 1. Un but partout. Donc,
au terme du temps réglementaire, c'est-à-dire les 2 mi-temps. Et ensuite, donc, il a fallu des prolongations pour que l'Angleterre puisse s'imposer. L'affiche donc de la finale, c'est ce dimanche, donc 11 juillet 2021, à Wembley, à Londres. Italie donc contre Angleterre. Et puis ce même dimanche également, il y aura une autre finale. C'est la finale de la Copa América entre l'Argentine et le Brésil. C'est donc au Brésil, dans le stade mythique de Maracana. Retour chez nous maintenant pour parler de la présidence de la Fédération sénégalaise de football. La campagne est lancée pour certains. Et puis des nouvelles également de nos sélections. D'abord le rugby à 15, mais également les U19 de basket. Et ça apaise les cœurs. Ndeye Ndom Diouf. Nous commençons cette page des sports en rappelant les différents résultats glanés par les sélections nationales. D'abord le basket avec cette qualification historique des Lionceaux au mondial U19. Les poulains de Parfait Adjumant ont remporté leur match face à la Lettonie ce mercredi, battu 57-44. Les Lionceaux sont qualifiés donc pour les quarts de finale, une première pour la discipline dans une compétition mondiale. Le sélectionneur Parfait Adjumant apprécie ce résultat historique, mais pour lui il faut déjà tourner la page pour se projeter sur la demi-finale. Parfait adjuvant que nous avons joint juste après le match. Tout d'abord, je pense que c'est un sentiment de joie quand même après une qualification, un match qui n'était pas évident. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu, féliciter l'équipe adverse, féliciter mes joueurs quand même. Et tout le staff qui m'a accompagné, tous les entraîneurs, la direction technique quand même. Je recevais des soutiens partout. Donc c'est un sentiment de joie, mais je pense que le travail continue, il faut avoir toujours faim. C'est ça notre conception, avoir toujours faim, continuer. On peut savourer la victoire, mais demain, vendredi, il faut qu'on se réveille, qu'on oublie ça, qu'on oublie tout et qu'on se remette au travail. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Maintenant, les quarts de finale avec soit la Corée ou les États-Unis, c'est sur un match. Il faut bien le préparer, avoir un bon scouting, pouvoir mettre en place une stratégie qui nous permettra de gagner. Moi, je pense que d'abord, un match, il faut y aller dans l'intention de gagner, quel que soit l'adversaire. Il faut tout mettre de votre côté pour espérer gagner. Nous travaillons dans ce sens, mes collaborateurs et moi, donc je pense qu'on est sur le bon chemin, il faut continuer à y croire et à faire rêver. Pour ce qui est du football avec la sélection locale au tournoi COSAFA, les poulains de Joseph Koto se sont inclinés pour leur premier match, c'était face à la Namibie. Ce mercredi, score 2-1. Et puis en rugby, les Lions ont signé leur deuxième victoire à l'Africa Rugby Cup en battant la Zambie 20-55, une victoire qui permet au Sénégal de terminer premier de sa poule et de valider ainsi son ticket pour le dernier tour de la Rugby Africa Cup prévu en 2022. Et puis Kédougou a accueilli Madi Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il veut faire de Kédougou le fonds romain du Sénégal. Madi Touré donc a présenté à Kédougou ce programme. Le président fondateur de Génération Foot exhorte d'ailleurs les clubs à orienter les ligues régionales et non le contraire. Aliou Badara Diémé. Après avoir lancé officiellement sa candidature à la tête de la Fédération sénégalaise de football, le président fondateur de Génération Foot présente à Kédougou son ambitieux programme. Le candidat du renouveau pense que Kédougou, de sa position géographique, peut devenir pour le Sénégal ce que Fonds romain et pour la France. Madi Touré. La France a un fonds romain, le Sénégal doit aussi avoir son fonds romain. Kédougou a été choisi par ses auteurs parce que nous voulons former des joueurs de grande dimension internationale et nous devons aussi intégrer toutes les périphéries. Le football a un grand pouvoir d'intégration, de création d'emplois, de stabilité sociale. Dans son programme qui s'articule sur 7 axes allant d'une nouvelle gouvernance à la politique sociale, Madi Touré a défini les 4 lettres qui composent le mot foot. J'ai un programme réaliste et réalisable. Si vous prenez l'exemple de Génération Foot, vous devez être convaincu qu'il y aura un changement dans notre football. Les 4 lettres de foot, la lettre F, une fédération forte. O, une bonne organisation. O, une ouverture mondiale. Et la lettre T de foot, triomphe par le travail. Pour lui, qui a écarté toute idée de candidature consensuelle, ce sont les clubs qui doivent orienter les ligues régionales de football dans le sens de leurs aspirations et non le contraire. Il a au passage salué les efforts du président de la République dans le désenclavement de la région à Kédougou pour la RTS. Aliou Badara Diémé. Et puis le tirage au sort de la prochaine CAN va se tenir
au palais des congrès de Yaoundé et non au palais polyvalent de la capitale camerounaise comme initialement retenu. Une décision prise unanimement par la CAF et les autorités locales en charge de l'organisation de l'événement. La cérémonie du tirage au sort était initialement prévue pour le 25 juin dernier avant d'être reportée à la quinzaine du mois d'août. La Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu, je le rappelle, du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Et pour ce qui est de l'Euro, finalement, 1 million de supporters pourra se rendre à Wembley pour la finale de dimanche. La Fédération italienne de football et les autorités britanniques ont trouvé un accord pour que ces supporters puissent faire le déplacement sur Londres à condition toutefois de respecter une quarantaine au retour, mais pas à leur venue au Royaume-Uni. Ces supporters arriveront à Londres en provenance de Rome, d'Italie, un peu avant la rencontre et n'y resteront donc pas plus de 12 heures. Ils utiliseront des vols et transports organisés directement par la Fédération italienne et dans le stade, ils seront situés dans un secteur spécifique pour garantir la bulle de sécurité. C'est tout pour cette page des sports. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. 25 minutes après 22h. Cette nuit, on va parler de politique. Les députés sénégalais sont appelés, donc ce jeudi, à voter une 60aine d'articles qui modifient notre code électoral. Et c'est le dernier acte, en tout cas, d'un travail de 2 années validé par la Commission politique du dialogue national. Des accords et des désaccords, notamment sur les principaux points, à savoir la caution, le montant par exemple, le parrainage, de même que l'organisateur de ces fameuses élections locales à venir. Alors, on va refaire les comptes avec un acteur de la société civile qui a participé aux travaux. Son nom, Djibril Ning. Il est interrogé par Khadifal Koulibaly. Monsieur Ning, le code électoral a subi quelques modifications. Quelles sont les grandes lignes de cette modification-là? Effectivement, il y aura d'importantes modifications du code électoral à la suite des accords qu'il y a eu au niveau du dialogue politique, ainsi que de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral. On pourrait, disons, entre autres points importants qui vont impacter le code électoral, on pourrait citer le mode de scrutin au terme duquel le maire désormais sera élu au suffrage universel direct, cela signifiant que la tête de liste majoritaire qui est élu maire si la liste obtient la majorité des voix. Il y a également la répartition des sièges entre la liste proportionnelle et la liste majoritaire. Désormais, la répartition sera en faveur de la liste proportionnelle qui aura 55% des élus et la liste majoritaire 45%. Ceci sera valable non seulement au niveau des communes, mais au niveau départemental. Il y a également l'interdiction du cumul entre la liste de communes et la liste de la ville. Autrement dit, on ne pourra pas être désormais à la fois tête de liste communale et tête de liste proportionnelle au niveau de la ville. Il y a également que pour le vote, désormais, le bulletin majoritaire au niveau de la commune, il y aura 2 bulletins de vote distincts. La liste de la ville sera une liste distincte de la liste de la commune. Il y a enfin le vote des indépendants qui se fera pour la première fois au niveau des élections locales et municipales, évidemment sur la base d'une caution, le parrainage étant supprimé à ce niveau-là. Il y a des points extrêmement importants. Quels sont ces points-là? Qui devaient impacter le code électoral et qui étaient envoyés au président de la République pour arbitrage. Et jusqu'à la fin du séminaire résidentiel que nous avons tenu pour impacter les accords dans le code électoral, nous n'avons pas reçu la réponse du président de la République. Il s'agit notamment de la caution, le montant de la caution. Il s'agit de la liste unique. Il s'agit du parrainage, il s'agit des organes de gestion des élections, l'organe qui devrait désormais organiser les élections, etc. S'agissant du parrainage, oui. Donc ce n'est pas encore supprimé? C'est supprimé au niveau des locales, mais c'est encore en vigueur au niveau de la présidentielle et au niveau des législatives. Et ça a fait l'objet de désaccords au niveau du dialogue politique et envoyé au président de la République pour arbitrage à la lumière de l'audit des recommandations des auditeurs qui ont recommandé, qui ont formulé une recommandation précise pour tenir compte non seulement du souhait des acteurs sur le plan national, mais des décisions de la CEDEAO. Il y a aussi que les votes hors bureau seront réglementés. C'est-à-dire les ordres de service qui étaient délivrés à certaines catégories de personnes qui couvraient les élections, notamment les magistrats, les journalistes, les chauffeurs, certains militaires et autres. Maintenant, ils ne pourront voter dans la localité où ils sont attestés que s'ils sont inscrits sur ces listes-là. Il y a aussi certains cas, je ne veux pas citer des noms,
qui jusque-là ne peuvent plus participer à une élection. Est-ce que vous avez discuté de cela? Voilà, nous en avons effectivement discuté. Cela fait partie des points qui ont été envoyés au président de la République pour arbitrage. Il s'agit des articles L31 et L32 du Code électoral. Les experts indépendants qui ont audité le fichier et qui ont fait l'évaluation du processus électoral ont fait des recommandations précises sur ces deux articles-là. Ils ont demandé que ces articles soient modifiés et conformés aux articles 730 du Code de procédure pénale et 34 du Code pénal. Et ils ont recommandé, entre autres également, le vote des personnes en prison qui sont condamnées et qui n'ont pas perdu donc leurs droits civils et politiques. Alors, ce point-là a été envoyé au président de la République pour arbitrage, comme je vous l'ai dit, suivant une lettre. Et nous avions demandé que le président nous réponde avant la fin de nos travaux. Et jusqu'à la fin de nos travaux, nous n'avons pas reçu réponse du président de la République. Donc, il y a encore des divergences. Ah voilà, il y a des divergences. Notamment, il y a des divergences majeures, plusieurs, mais dont 5 majeures. La caution, le bulletin unique, L31, L32 dont vous venez de parler, voilà, entre autres. Et donc, est-ce que cela ne va pas fausser d'ores et déjà le jeu électoral? Ah ben, en tout cas, ça va impacter, à mon avis, fortement le jeu électoral. Est-ce que ça va l'impacter négativement à un niveau tel que cela va fausser le jeu électoral? Bon, pour l'instant, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, ça ne manquera pas d'impacter dans un sens ou dans un autre le jeu électoral. Monsieur Nying, je vous remercie. Merci, Madame Si. Merci à Khadifal Koulibaly. En tout cas, le verdict donc, de cette modification du code électoral, c'est ce jeudi. Les députés donc vont voter cette loi ce jeudi 8 juillet 2021. Et puis, se rappelle également ce jeudi, donc 8 juillet 2021, émission spéciale au niveau de la télévision nationale, mais également de la radiodiffusion nationale à partir de 11h. Les journalistes donc de la maison reçoivent le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il viendra parler de la stratégie du gouvernement du Sénégal pour faire face à la troisième vague de la pandémie à Covid-19. Le rappel de sommaire. Tanaf-Ziguinchor, 77 km. La vieille doléance, donc, à savoir la ligne électrique, va enfin être réalisée. Elle a trouvé un financier, c'est Exim Bank India, qui casque fort 19 milliards de francs CFA. Signature de convention donc avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Khota. Il est destiné à réaliser le projet de liaison 225 kV Tanaf-Ziguinchor qui permettra de boucler Ziguinchor avec le réseau de l'OMVG à partir de Tanaf afin de sécuriser l'approvisionnement électrique du Sud et de parer à tout désagrément de rupture continue de service. Au même moment, son collègue ministre du Tourisme et des Transports aériens réceptionnait le nouveau bijou de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo du Sénégal, donc, qui a un bijou technologique dernier cri, qui est basé au niveau de Mbour. C'est une station, en tout cas, d'observation. Le coût, 48 millions de francs CFA. Sur son utilité, le ministre Alioune Sarr. Pour d'une part, faire des prévisions météorologiques avec des données pour la gestion des risques et catastrophes, mais également des informations pour le compte de l'aéronautique. Et d'autre part, fournir des informations pour les acteurs du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, des travaux publics, bref, pour le bien-être des populations. Un grand merci à toutes les équipes mobilisées jour et nuit de Radio Sénégal à Dakar et dans les régions. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez toujours dans l'amour de la radiodiffusion télévision du Sénégal.